l'Acadie Nouvelle et CKRO vous présentent le balado des Top 5. Bienvenue à nos auditeurs, auditrices de balado au Top 5 culturel collaboration entre CKRO et l'Acadie Nouvelle. On va vous parler de 5 événements qui ont été marquants dans le domaine de la culture avec la journaliste culturelle de l'Acadie Nouvelle, Sylvie Mousseau. Sylvie, bonjour. Bonjour Juliane, ravie de te retrouver cette année, pour une deuxième année, pour le décompte des événements culturels. Absolument, en espérant que ça vraiment en train de devenir un événement annuel parce que ça bouge en culture en Acadie, là. Oui, effectivement. D'ailleurs, l'année a été très, très occupée. Il y a plusieurs événements ou moments marquants dans l'année. C'est pas toujours facile de choisir, d'ailleurs, les 5 moments ou événements marquants de l'année, de cette année, de l'année 2025. Exactement. Donc, on a pu arriver à un top 5 et on va commencer avec la 5e place. Bravo à toute l'équipe du TPA qui a proposé cette année la merveilleuse pièce Les Émeutiers qui se mérite là une place dans notre top 5. Oui, effectivement, nous avons choisi Les Émeutiers du TPA, une pièce qui a été écrite par Silvio Boudreau en collaboration avec Luc-Antoine Chiasson, puis dans une mise en scène d'Alain Roy. Cette pièce, finalement, nous fait revivre un peu l'affaire Louis Mailloux, qui date déjà de 150 ans. Les émeutes de Caraquet s'étaient déroulées en 1875 à la suite de l'adoption d'une loi qui visait à réformer le système d'éducation publique pour interdire l'enseignement religieux dans les écoles. Je vous fais juste un petit rappel historique. Cette fois-ci, on sait qu'il y a eu un théâtre musical dans les années 70, mais cette fois-ci, l'intrigue se concentre sur Joseph Chiasson qui a été emprisonné pour le meurtre d'un jeune milicien. Parce qu'à l'époque, il y a eu deux morts, les émeutes, la fusillade qui avait eu lieu dans la maison d'André Albert a fait 2 morts, dont Louis Mailloux et le jeune milicien John Gifford. Alors, pendant la pièce, on assiste finalement, ce qu'on voit, on ne voit pas tant la fusillade, mais la pièce met en scène les témoins de ces émeutes-là, puis tous ont été marqués à leur façon par les événements. Ah oui, garanti. Puis la pièce est très, très bien montée. Puis ayant vu la dernière mouture de Louis Mailloux, je voyais un peu la mise en scène, il y avait des ressemblances, je trouve, avec la dernière mouture de Louis Mailloux qu'il y avait eu à Caraquet en 2011, je crois. Mm-hmm. Moi, personnellement, je n'ai pas vu la dernière mouture de Louis Mailloux. Alors, pour moi, c'est difficile de comparer, mais j'avais vu le théâtre musical, mais plus l'ancienne mouture, si on veut. L'ancien spectacle. Cette fois-ci, la pièce, quand même, il faudrait dire que ça a tourné. Il y a eu une tournée dans 7 villes de la province et on estime que près de 2000 personnes ont vu la pièce, qui a eu beaucoup de succès, tellement que le TPA a décidé de reprendre le spectacle en 2026 à la Boîte Théâtre de Caraquet. Cette année, il y a des représentations qui ont été à guichet fermé, dont celle de Caraquet et de Moncton. Wow, vraiment. Puis, ayant jasé avec Alain Roy, Alain disait que c'était une belle surprise. Puis même que quand ils ont présenté justement les émeutiers à Moncton, il y avait des descendants des gens qui étaient là pendant l'émeute, pendant la fusillade, qui, eux, ont dit... C'est spécial de voir ça sur scène. On a tellement parlé de Louis Mailloux à cause de ce qui est arrivé justement, puis de la pièce Louis Mailloux comme telle. Mais le après, historiquement parlant, moi, je ne connaissais pas le après. Qu'est-ce qui s'était passé après? Qui avait été en prison? Qui avait eu quoi comme sentence? Donc, c'était très intéressant, là. Oui, effectivement, le public, j'étais à la représentation de Moncton et les gens étaient très, très, très émus de voir cette pièce-là, qui leur rappelle, évidemment, qui leur rappelle pas nécessairement un souvenir parce qu'ils n'étaient pas là 150 ans, mais c'est un événement historique qui a profondément marqué les Acadiens et
et l'identité acadienne. Puis le comédien Zachary Cassista-Landry m'a dit après la pièce en entrevue que c'est une histoire aussi qui pourrait être transposée dans d'autres contextes qui en lien avec la lutte pour l'ensemble des droits des minorités. Pas seulement celles des francophones ou des Acadiens, mais toutes les minorités. Et ça, je trouvais ça intéressant comme point de vue. Très vrai. Donc, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir les émeutiers cette année, comme Sylvie l'a dit tantôt, ce sera de retour en 2026 à la Boîte Théâtre à Caraquette pour le grand plaisir de tous, parce que vraiment, je pense que ça devrait être un incontournable pour l'été prochain. Certainement. En 4e place dans notre décompte, pour le grand public, pour les gens qui aiment assister à des spectacles, on ne s'aperçoit pas à quel point ça va faire une différence, mais il y a la loi pour le statut de l'artiste qui est passée en 2025. Oui, cette loi était très attendue par les artistes. D'ailleurs, les associations d'artistes militent pour une telle loi depuis plus de 20 ans. Ouais. Donc, on peut dire que c'est une victoire historique pour les artistes, pour toute la communauté artistique de la province. La loi a été déposée en mai par le gouvernement de Suzanne Holt et elle a été proclamée le 9 novembre dernier. Ça a été un processus qui a été assez long et laborieux au dire des représentants des associations d'artistes. C'est une loi qui vient en quelque sorte encadrer la profession, un petit peu comme pour d'autres professions, que ce soit les médecins, les infirmières, les ingénieurs. C'est une loi qui vise à améliorer les conditions économiques des artistes et peut-être faire en sorte éventuellement que les artistes choisissent davantage de demeurer dans le domaine des arts au lieu de réorienter leur carrière parce qu'au cours des dernières années, on a vu des artistes qui ont décidé de quitter les arts, souvent pour des raisons économiques. Et d'ailleurs, lors de l'annonce du dépôt du projet de loi, la ministre du Tourisme et de la Culture et du Patrimoine, Isabelle Thériault, a déclaré pour la première fois sur papier, d'un point de vue législatif, les artistes existent. Wow. Alors, je pense qu'il était vraiment temps. Et le Nouveau-Brunswick, pour dire, le Nouveau-Brunswick est devenu la 7e province canadienne à adopter une telle loi. C'est très impressionnant parce que quand on regarde, je suis allée voir là, sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, la loi, elle est là. Vous pouvez aller, si vous êtes curieux, là, lire de quoi il s'agit clairement. Puis, dans la déclaration de cette loi-là, le premier point, le 3A, que le travail artistique est reconnu comme étant une profession. Donc, en 2025, on reconnaît que les artistes, c'est une profession. Oui, finalement, oui. Après tant d'années. Il faut dire que le travail concrètement, le travail pour visant à adopter une loi sur le statut de l'artiste a commencé en 2014, avec un premier groupe de travail qui regroupait des représentants de toutes les communautés artistiques, que ce soit autochtones, acadiennes ou anglophones. Mais ça a pris beaucoup de temps, des études, des discussions et finalement, on y arrive en 2025. Puis, juste pour une petite donnée, là, selon les plus récentes données du gouvernement provincial, plus de 70% des artistes gagnent moins de 40 000 $ par année, tandis que le revenu médian des artistes en 2020 était de 27 400. Wow. Alors, il y a du progrès à faire, effectivement, du côté économique pour les artistes. Mais bien heureuse qu'en 2025, on vienne emmener cette sécurité-là pour les artistes. Puis même dans la loi, on le dit, là, on déclare que les artistes apportent une contribution importante à l'enrichissement du Nouveau-Brunswick sur les plans culturels, social, économique et éducationnel. Donc, c'est reconnaître ce qu'ils font dans la société, dans la communauté. Vous écoutez le balado Les Top 5 Acadie Nouvelle, c'est KRO.
Maintenant que les artistes sont reconnus comme ayant une profession, maintenant qu'ils ont cette protection-là avec la loi sur le statut de l'artiste, c'est un peu étrange de dire au revoir à un groupe. Eux nous ont dit au revoir aussi avec beaucoup d'émotion. En troisième position dans ce décompte top 5 culturel, la tournée d'adieu de l'iconique 1755. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler des adieux, de la retraite du groupe 1755, qui est un groupe légendaire dont la musique, évidemment, a touché à plusieurs générations et continue de rejoindre plusieurs générations. Alors, c'était évidemment, bon, le groupe 1755 a pris cette décision-là pour plusieurs raisons. Les circonstances de la vie ont fait en sorte qu'ils ont annoncé leur retraite cette année après près d'un demi-siècle d'existence, c'est-à-dire 48 ans. Oh, wow. C'est sûr qu'il y a eu des années de pause, mais dans les 25 dernières années, chaque été, ils se retrouvaient pour donner des spectacles. Et cette année, ils ont donné 9 concerts qui ont attiré de grandes foules. On a juste à penser au spectacle du 15 août à Dieppe devant 25 000 personnes, qui figure certainement parmi les moments mémorables du parcours de 1755. D'ailleurs, en entrevue, Roland Gauvin et Pierre Robichaud m'ont dit que pour eux, le 15 août ne serait plus jamais pareil. Oh. Ils ont été très émus là, de ce spectacle-là à Dieppe, parce qu'on le sait, chaque 15 août, à peu près chaque 15 août, 1755 était en spectacle à un endroit au Nouveau-Brunswick ou en tout cas dans les Maritimes. Ouais. Et puis l'année, ils ont terminé l'année en donnant 5 concerts au Théâtre Capitole à guichet fermé. Je dois dire que très rares sont les artistes et les groupes acadiens ou même pas acadiens. Rares sont les groupes et les artistes qui réussissent à présenter, à faire salle comble au Théâtre Capitole pour autant de soirs, autant de représentations. C'était un concert évidemment très émouvant, à la fois pour les artistes et pour le public. Puis pour l'occasion, pour cette série de concerts d'adieu, 1755 avait invité des artistes dont Isabelle Ouellette, Gabriel Robichaud, Chris Wetton, le saxophoniste Brian Coughlin, et la formation était accompagnée tout au long du spectacle du trio des A-Babies. Oui. Alors, c'était vraiment une belle série de spectacles. Puis, je les ai vus pour la toute première fois l'été dernier, quand ils ont fait leur dernier spectacle à Shippagan. Puis j'ai zéro regret. Puis la particularité, puisqu'ils étaient là depuis justement un bon 48 ans de musique, c'était très intergénérationnel comme foule. Il y avait des jeunes, il y avait des gens qui les suivaient depuis leur début. Donc c'était très rassembleur. Oui, c'est ça. Évidemment, chaque fois que je les ai vus plusieurs fois en spectacle et chaque fois que je les ai vus, il y a des gens de tous les âges qui assistent à leur spectacle. C'est impressionnant, ça. Peu de groupes peuvent se vanter d'attirer comme ça un public de plusieurs générations à leur spectacle. Je n'ai pas vu ça souvent. Et puis, peut-être une petite dernière chose pour Pierre Robichaud, Ronald Dupuis, Roland Gauvin, qu'on pourrait dire c'est le noyau du groupe. Ils m'ont dit en entrevue que bon, évidemment, ces adieux-là, ils vivent ça un peu comme un deuil. C'est sûr qu'ils éprouvent un pincement au cœur à dire adieu au public, mais ils sentaient vraiment que c'était le temps de tourner la page. Et puis, on peut dire que c'est une page d'histoire qui a été tournée cet automne avec la retraite de 1755. Bien, citation de Pierre Robichaud, « Décider du destin avant que le destin décide pour nous ». C'est ça, effectivement. Puis, une chose, pourquoi aussi je pense que cette formation-là a été aussi importante, a aussi marqué l'Acadie, c'est qu'à l'époque où le groupe a commencé,
c'était une époque où chanter et parler en français était très mal vu, était mal Ouais. vu. La plupart des artistes chantaient en anglais à cette époque-là. Et puis, une autre chose, les paroles de leurs chansons, euh, plusieurs paroles de leurs chansons ont été écrites par le poète Gérald Leblanc. Et c'était des textes qui, je crois, rejoignaient les préoccupations des gens. Les gens se reconnaissaient dans ces paroles-là. Exactement. Ben Et, écoutez, et là, je parle au passé, ben, je suis évidemment parce que le groupe s'est retiré de la scène, mais leur musique continue, hein? Et oui, 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 c'est ce qui est magique. Leur musique va leur survivre et probablement même survivre à toutes les générations qui sont là présentement parce qu'ils ont créé quelque chose d'absolument intemporel, là. effectivement, oui, oui. Puis, ce qui est beau aussi, c'est que ça fait un beau lien avec notre prochain point, parce qu'en deuxième position, ce qu'on a, ben, c'est la relève, c'est la nouvelle génération. On a pu voir un Acadien à American Idol. On parle ici, évidemment, d'Olivier Bergeron. Oui, Olivier Bergeron, qui a été camionneur dans une autre vie, mais maintenant qui fait carrière en musique, c'était une première pour un artiste canadien et francophone de se hisser au top 20 de l'émission American Idol. C'était du jamais vu. Selon l'information que j'ai eue, il y aurait eu plus de 100 000 candidats qui ont auditionné pour faire partie de cette compétition télévisée. Alors, évidemment, bon, tout comme parce que Olivier Bergeron a déjà participé à Star Academy en Oui. 2022. Alors, encore une fois, la Olivier Manie s'est emparée de la communauté de Kedgewick et des environs. Et je pense que même ça a rayonné à travers la province. Puis tout au long de son parcours à American Idol, Olivier Bergeron a vraiment livré des prestations très émouvantes qui ont été saluées par les juges. Puis il faut dire une chose, Olivier ne savait pas parler ou à peu près pas parler anglais Wow! avant d'arriver à Hollywood. Wow! OK, quand même. Donc ça, c'est se débrouiller dans une langue seconde qu'on apprend littéralement sur le tas, là. Oui, oui, effectivement. Et maintenant, il songe à faire une carrière peut-être plus en anglais et même il prévoit sortir un album en anglais en 2026. En 2025, il a sorti 3 chansons en anglais, dont une, I've Lost a Friend, qui parle du décès tragique d'un de ses amis. C'est une chanson qui a suscité des centaines de milliers d'écoutes. Ouais. En plus, il a fait la première partie de Matt Minglewood, de Jonathan Roy. Alors, je pense que des portes commencent à s'ouvrir pour Olivier Bergeron. Une autre chose à souligner vraiment importante, parce que pendant l'émission American Idol, il a rencontré Jelly Roll, qui est une star américaine du country. Et puis, évidemment, la rencontre s'est faite dans un contexte télévisuel, même s'ils ont eu un très bon moment ensemble. Et plus tard, après que Olivier soit parti ait quitté l'émission, il a quand même il a quand même tenté sa chance en approchant Jelly Roll pour essayer de faire un duo avec lui au festival country à Dieppe. Puis, c'est ça, en entrevue, il disait qu'il a dû l'interpeller plusieurs fois avant d'attirer son attention. Et finalement, il a chanté en duo avec son idole sur la scène du YQM à Dieppe. Quand même. Ben, on voit aussi que Olivier Bergeron a un fan club très présent. Les gens sont un peu tombés en amour avec lui lors de son passage à Star Academy. On a bien hâte de voir la suite pour lui, là. Oui, effectivement. Alors, il prévoit sortir un album en anglais l'année prochaine. Donc, j'ai hâte d'entendre ça.
Effectivement. Puis là, lui, en deuxième position, la tournée d'adieu de 1755 en troisième place, la loi pour le statut de l'artiste en quatrième, en cinquième place, les émeutiers. Les gens ont compris, on est rendu au numéro 1, mais juste avant de vous le donner, on pouvait pas juste en choisir 5, c'était presque impossible. Donc, on a 2 mentions spéciales. On peut pas passer sous silence la merveilleuse année pour Sale Barbe, encore une fois. Oui, effectivement. L'année dernière, Sale Barbe faisait partie de notre top 5. D'ailleurs, je crois qu'il était, que la Numéro 1. formation était numéro 1, Ah c'est oui, ça? oui. Alors, en 2025, bon, la popularité de Sale Barbe continue et je crois même continue de grandir. Ça a été une année très chargée pour le quintet acadien québécois. Alors, depuis la sortie de leur disque À boire debout, ça c'était en 2024, ils ont donné 187 spectacles à guichet fermé. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de groupes comme ça qui réussissent cet exploit. Moi, je n'en connais pas tellement. Et puis ensuite, ils ont donné évidemment des concerts assez marquants, dont celui sur les plaines d'Abraham où on leur a donné carte blanche avec des invités comme les Babies, mon oncle Jason et Zachary Richard. Et il y a eu le 15 août à la plage de Charlot. Et ensuite, on peut dire évidemment le concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal à la Maison symphonique, qui a été un grand succès. D'ailleurs, une nouvelle chanson, Ma maison, c'est toi. Ils ont sorti une nouvelle chanson, là, Ma maison, c'est toi, qui a été enregistrée avec l'Orchestre symphonique. Et on a pu voir le groupe sur plusieurs émissions aussi. Wow, vraiment, là, Sale Barbe méritait une petite mention spéciale. Puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait jaser à chaque année, qui fait les meilleurs discours pendant les remises de prix. Une autre mention spéciale à Robin Joël Cool. Oui, comme tu dis, Juliane, oui, effectivement, je pense qu'il fait, effectivement, il fait les meilleurs discours de remerciement au prix Gémeaux. Alors, Robin Joël Cool a remporté un 2e Gémeaux pour le même rôle, toujours son personnage de Stéphane dans la comédie Tant de chiens. Et dans son discours, cette fois-ci, il a rendu hommage à sa mère qui était dans la salle, ainsi qu'aux pionnières acadiennes Viola Légère et Antonine Maillet, et à ses ancêtres écossais. Et ce que j'ai trouvé, il était d'ailleurs habillé d'un kilt. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il a remercié ses parents pour lui avoir offert le plus beau cadeau du monde, qui est celui de la liberté. Wow. Et puis, en même temps, Robin Joël Cool, qui fait partie du groupe Montana, a sorti un premier album francophone, Les Froliques, suivi d'une tournée. Et cet album-là est enregistré aux Îles-de-Madeleine, où la comédie télévisée Tant de chiens est tournée. Et puis, ça a été enregistré aussi avec plusieurs musiciens des îles de la Madeleine. Et Montana aussi fait partie, on peut dire que Montana fait partie de l'émission spéciale de fin d'année, Le Grand Ménage des Fêtes, sur UniTV. Puis, pour ce qui est de Robin Joël Cool, eh bien, lui aussi, un calendrier assez bien garni, là. Il y a, avec la série Bon Cop, Bad Cop, et puis une autre comédie Libre dès maintenant. Puis, avec ses complices habituels, ils vont composer la musique d'un film et même de la nouvelle série de Martin Matt. Wow! Quand même. Ça va être une belle année 2026 également pour Robin Joël Cool. Après vous avoir parlé de plein d'événements culturels, on est déjà rendu à vous donner la première position dans ce top 5 culturel Acadie Nouvelle CKRO 2025. Sylvie, je te laisse le bonheur, le plaisir de nous dire c'est quoi l'événement marquant cette année? Bien, en première position, on a décidé, puis c'est l'annonce du spectacle musical Évangéline qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais qui a aussi fait réagir ici dans la communauté artistique de l'Acadie. Ouais. Et je pensais, c'est un événement, c'est une annonce
dont on a parlé plusieurs fois pendant l'année pour toutes sortes de raisons. Premièrement, il y a eu l'annonce. On a annoncé qu'on créait ce spectacle musical. C'est les productions Gestev qui sont au Québec. D'ailleurs, cette maison de production-là a produit plusieurs spectacles musicaux et comédies musicales. Alors, le spectacle musical Évangeline sera en tournée au Québec et à Moncton en 2026. Et puis, la distribution comprend 22 interprètes, au moins 22 interprètes, dont 2 artistes acadiens, Raphaël Butler qui incarne Beau Soleil et Maud Cyr-Deschênes dans le rôle titre. Et dans la troupe de danseurs, on compte François Richard qui est aussi un Acadien. Et l'historien acadien André-Carl Vachon est l'un des consultants du spectacle. Si le projet suscite beaucoup d'intérêt, il reste qu'il y a des artistes qui ont déploré le fait qu'il y ait peu d'interprètes acadiens dans le spectacle, qui pourtant traitent de l'histoire de l'Acadie, ou en tout cas est bien ancré dans l'histoire de l'Acadie. On s'est demandé pourquoi les concepteurs n'avaient pas puisé davantage dans le bassin d'interprètes acadiens, ou encore pourquoi aucune audition n'avait été organisée ici au Nouveau-Brunswick. Et puis même le cinéaste Julien Cadieux a dit, en tout cas a déclaré que ce mythe qui est écrit par un Américain devrait être réapproprié par ceux qui sont concernés. Alors, évidemment, les concepteurs ont répondu à ces questions, ou en tout cas à ces critiques, en disant que la démarche avait été faite avec rigueur, sincérité et ouverture, qu'il y a eu un processus d'audition, qu'il y a eu des consultations en Acadie, des appels, des visionnements, mais que parfois ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons, là. Mais quand même, le spectacle suscite quand même pas mal d'engouement, puisque jusqu'à maintenant, en tout cas en date du 5 décembre, il y avait déjà 25 000 billets de vendus et des supplémentaires ont été ajoutés aussi. C'est extraordinaire parce que pensons-y, là, on fait le décompte top 5 des événements culturels de 2025. Le spectacle n'est même pas encore commencé à être présenté, puis déjà, il est en première place dans notre décompte, là. Alors, c'est ça. Alors, j'imagine, qu'est-ce que ce sera en 2026? Ça va être particulier. Donc, on s'entend, ça va être à Montréal, Québec, Trois-Rivières et du côté de Moncton. Déjà des supplémentaires qui ont été annoncés tellement l'engouement était fort. Puis, les chansons sont sublimes parce que déjà, la trame sonore est enregistrée, là. Oui, ça a été lancé cet automne, très belle trame sonore. On peut entendre les voix, évidemment, de Maud Cyr-Deschênes et de Raphaël Butler. Exactement. Puis Raphaël est très, très fier également de faire partie de cette aventure-là. Pensons-y, là, Pocmouche, on est situé ici à quelques pas de chez lui, littéralement. Donc, Raphaël Butler qui vit quelque chose de vraiment particulier avec des grands artistes comme Nathalie Simard qui font partie de cette aventure. Oui, et Maud Cyr-Deschênes avait déclaré aussi qu'elle voulait faire une Évangeline combative et non une Évangeline soumise. Donc, je pense qu'elle va lui apporter sa propre couleur. Et puis, les représentations à Moncton, c'est en juillet, hein, le 24. Il y aura, jusqu'à date, en tout cas, il y aura 3 représentations, les 24 et 25 juillet. Ce sera intéressant de peut-être redécouvrir cette histoire qu'on connaît tant ici en Acadie d'Évangeline et Gabriel. C'est d'ailleurs avec ce spectacle Évangeline qu'on vient clôturer cette 2e édition du Top 5 culturel Acadie Nouvelle CKRO. Sylvie Mousseau, merci énormément. Bien, merci à toi aussi. J'espère qu'on va se reparler en 2026 pour un autre balado.